Gilbert Fourche, je vous trouve là chez vous, dans un appartement de la Croix-Rousse. Et vous êtes dans un cadre qui est un petit peu, qui évoque les Touaregs. Oui, Pourquoi? comme on m'a dit que vous alliez venir, j'ai dit tiens, je vais mettre quelques éléments qui sont typiquement de l'Aïr, de la zone des Touaregs du côté de Timia. Alors on voit des photos, on voit, qu'est-ce qu'on voit derrière? Des masques? Les masques, ça ce sont des sacs Touaregs dont ils se servent en particulier sur leurs chameaux. C'est celui-là et puis celui-là. Ce sont Et puis là, c'est un costume traditionnel des femmes Touareg. Un corsage Touareg avec des broderies blanches sur fond noir. Et ça aussi, c'est typiquement Touareg, ce tissu. Il y en a aussi de plus coloré, mais que je n'ai pas mis parce que je n'en avais pas sous la main. Et puis il y a aussi tout l'artisanat Touareg. Ça, ce sont des boîtes de cuir qui sont Touareg. Et ce sont d'excellents artisans. Il y a aussi quantité de bijoux. Donc vous avez vu une partie dans l'exposition Touareg à Confluence. Au musée des Confluences à Lyon. Voilà. Pourquoi alors ce décor de Touareg, pour vous qui étiez professeur, puis qui ensuite avez fait dans la formation pour les adultes, qu'est-ce qui vous a conduit, vous Je crois que c'est une association. Oui, au départ, c'est un de nos fils qui fait de l'humanitaire, qui a travaillé au Niger, et c'est comme ça qu'on est allé le voir avec ma femme, et on a fait connaissance. Il avait des amis Touareg, justement, certains étaient étudiants, j'en parlais tout à l'heure, et on a fait connaissance de ces Touaregs. C'est comme ça que s'est noué le contact avec cette partie du Niger où on est allé 2 années après avoir fait notre premier voyage au Niger. Et donc vous avez monté en 97-98 une association à Lyon. Voilà, on a monté une association qui s'appelle Niger-Rhône-Alpes et qui a survécu, même plutôt bien, jusqu'à l'année 2016 où, à la suite des fameux événements dus au durcissement de l'islam et aux exactions islamiques, on n'a plus aller là-bas depuis déjà 3-4 ans. Donc on a fini par dissoudre notre association parce qu'on ne voulait pas se contenter de simplement donner de l'argent, on voulait aller là-bas et pouvoir discuter, rencontrer les populations. C'est très important de les rencontrer. Ça crédibilise d'ailleurs les associations humanitaires. Alors justement, dans l'humanitaire, qu'est-ce que vous faisiez? Comme on est une association qui s'est constituée sur la base d'amitié, de relations amicales, il y avait des gens qui étaient avec des spécialités différentes. Un copain était spécialiste en agriculture, ma femme est infirmière, moi j'étais enseignant, d'autres avaient d'autres spécialités, pas mal étaient enseignants avec différentes spécialités. Donc notre objectif, c'était d'aider les populations, en particulier les femmes, qui ont chez les Touaregs une certaine marge de manœuvre et qu'on voulait aider pour leur donner qu'elles acquièrent un maximum d'autonomie et qui font tourner la boutique. Que c'est elles qui sont les maîtresses de maison, c'est le cas de le dire à tout point de vue, puisqu'elles sont à la fois propriétaires de leurs biens et qu'elles ont une autonomie qui n'est pas courante dans ces civilisations à dominante islamique. Alors avant de revenir un petit peu sur l'histoire, puis y compris l'histoire présente, si vous aviez à définir un petit peu, derrière le mot Touareg, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il faut qu'on entende pour nous qui ne connaissons pas ça, sinon par quelques récits de voyages très très anciens, soit de René Carré, soit de René Caillé, soit de Théodore Monod? À mon avis, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est une civilisation très particulière qui a conservé un grand nombre de ses traditions anciennes et qui a aussi une bonne capacité d'adaptation. Mais je crois qu'effectivement, ce qui nous a frappé nous quand on est allé là-bas, en tout cas, c'est qu'on était quand même avec un sentiment d'être dans une autre planète, sur une autre planète, avec des gens qui avaient quand même des costumes particuliers, des habitudes spéciales, et c'est assez dépaysant quand on débarque là-bas. Est-ce qu'on peut dire que sur les 18 millions d'habitants du Niger, les Touaregs, c'est avant tout la population du désert? Alors, je pense qu'on peut le dire comme ça, sans oublier les Toubous qui vivent dans le désert, mais c'est quand même les populations nomades. Et puis il y a aussi les Peuls, mais qui sont des éleveurs qui sont aussi familiers du désert, mais pas autant, à mon avis, que les Touaregs. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu cette culture touareg qui est
Son ascendance lointaine, c'est un petit peu les Berbères d'Afrique du Nord. Ouais, oui, bon, oui, d'abord, ce qui le caractérise, c'est qu'ils ont conservé une langue qui est le tamashek, qui est directement une langue berbère, qui est directement une variante du berbère et qui en est très proche. Et c'est vrai dans toutes les confédérations touareg, il y en a plusieurs, il y a des petites différences, mais chaque confédération parle avec une autre et se comprend parfaitement. Et ça aussi sur toute l'ère transsaharienne, là où partout où il y a des Touaregs, que ce soit en Algérie, au Burkina et ailleurs. Les Touaregs vivent aussi en ville? Il y a des Touaregs, maintenant oui, de plus en plus, il y a beaucoup de Touaregs qui vivent, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a dans tout le Niger, donc il y en a nécessairement beaucoup dans la capitale, et il y en a dans toutes les grandes villes, à Maradi et dans d'autres villes, et même des villes de moindre importance. Ils sont un peu de partout, mais ils sont en petit nombre. Il y en a pas mal aussi le long du fleuve, Niger. Qu'est-ce qui les caractérise par rapport aux autres populations, aux autres ethnies nigériennes? Mais écoutez, moi je pense que c'est quand même des populations qui vivent un islam beaucoup plus détendu, beaucoup plus doux que l'islam qui est d'obédience sunnite est un islam assez tolérant. Il n'y a pas du tout de chrétiens d'ailleurs chez les Touaregs? Ah, ça alors, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Il y a au Niger, en gros, il y a à peu près 5% de gens qui ne sont pas musulmans. Les uns sont unanimistes et les autres sont chrétiens, en gros. Voilà. Ouais. Mais si vous voulez, il faut quand même préciser que l'islam, nous on a bien vu la montée de l'islam plus radical. Et les préceptes islamiques prennent de plus en plus d'importance. Alors, comment est-ce que justement vous avez senti un petit peu cette évolution dans ces gens qui étaient finalement des amis, hein? Mais, eh bien, petit à petit, alors que tous ces gens, on avait l'impression qu'ils suivaient la religion d'une manière assez détendue, voire quelquefois l'ignoraient un peu, petit à petit, ils sont rentrés dans le rang, ils observaient strictement, de plus en plus strictement, ils observent de plus en plus strictement les règles, le ramadan, la prière, et en particulier, au cours de nos réunions, dans les dernières années, on ne pouvait pas faire une réunion sans qu'il y ait une prière avant la réunion. Donc on voyait bien que là, il y avait une prégnance de la religion de plus en plus grande. Alors est-ce que c'est vécu profondément? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, la pression sociale fait que tous les gens se conforment à ces préceptes. Alors ça, c'est une évolution hein, qu'on voit ces 15, 20, 10 dernières années. C'est surtout ces 10 dernières années. Alors, il y a quelque chose qui est dans le livre que vous avez sorti, que vous allez d'ailleurs nous montrer, ce livre que vous avez écrit, hein, sur les rébellions, rebelles et rébellions touareg. C'est un petit peu justement ce soulèvement qui a été à plusieurs reprises dans les années 80-90 de la population touareg. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais ce qu'on peut en dire, c'est que le soulèvement n'est pas directement lié au phénomène religieux. Simplement, si on garde le thème de la religion, il est clair que la colonisation dans tout le Niger... française. La colonisation française, oui, il n'y en a pas eu d'autre. La colonisation française s'est heurtée à des résistances qui ont été essentiellement conduites et soutenues par les religieux, en particulier chez les Touaregs. Donc ça a été un ciment de l'unité touareg. Je me sens plus sur cette zone-là que je connais mieux. Je ne m'aventurerai pas trop sur le reste du Niger, parce que ça n'est pas dans le champ de mes compétences. Et si vous voulez, le référent religieux a servi de base, de ciment pour ces populations. Et discrètement, les chefs étaient fortement impliqués avec les imams et tous ces religieux. Et ça a été une des causes de la solidité de la résistance. Mais en plus, les Touaregs ont été la population, l'ethnie, on va dire, qui a résisté le plus farouchement aux Français. Et ils ont continué pendant longtemps. Ils ont finalement été vaincus, mais il y a eu une rébellion célèbre de Kaosen en 1916 qui montrait la virulence de cette résistance. Petit à petit, ces Touaregs, devant la force de l'armée française, l'armement et tout, ils ont fini par céder et être vaincus. Mais les Français ont toujours eu un grand respect je parle de l'armée, ont eu un grand respect
de ces combattants touaregs qui ont été certains héroïques et d'une résistance à toute épreuve. Alors ces hommes bleus, ils sont aussi révoltés dans les années que j'évoquais, c'est-à-dire dans les derniers 20-30 années, parce qu'ils ont été aussi, au sein du Niger, me semble-t-il, victimes d'exclusion. Oui, alors là, effectivement, dans cette zone, on va dire dans cette zone d'Agadez, d'Agadez et de Tawa, dans l'Azawar et l'Aïr, le sentiment général de ces populations était de se sentir marginalisées. Il faut penser que Niamey, la capitale, est à 1000 km, donc c'est presque un pays étranger, vous voyez, et le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient, en poste à Niamey, avaient une vue assez lointaine de ces populations, s'en occuper pas vraiment comme il faut. Et puis il faut penser aussi à la faiblesse des communications. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, les téléphones, les moyens de communication comme on les a maintenant. Donc il y a eu ça, et en même temps, il y a eu, au moment de la découverte de l'uranium, l'exploitation par la France de l'uranium à Arlit, qui est à côté d'Agadez, à une centaine de kilomètres. Avec l'entreprise Areva ? Avec l'entreprise Areva, effectivement. Il y a eu le fait qu'une partie des terres des Touaregs qui leur servaient pour ce peuple d'éleveurs, qui leur servait pour leur bétail, a été confisquée, et qu'ils n'ont pas eu vraiment de réelles retombées significative sur l'exploitation de cet uranium qui a quand même rapporté beaucoup d'argent. Alors on sait que cet uranium, il va nous enrichir le minerai qui fait fonctionner nos centrales nucléaires. Bien sûr, oui, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, si le Niger a obtenu son indépendance en 1960, en juin 1960, donnée par le général de Gaulle, en fait, moi je considère, à tort ou à raison, mais je pense que c'est à raison, que ça n'est pas une véritable république indépendante. Elle est toujours sous la coupe de la France et des moyens financiers de la France. Et aussi accessoirement, mais bien réellement, d'autres pays, dont la Chine. Alors, puisqu'on ne va pas déflorer l'ensemble de ce livre qui mérite qu'on s'y arrête, Rebelles et rébellions Touareg, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, justement? Vous, qu'est-ce que vous percevez, même si ça fait maintenant plusieurs années que vous n'y êtes plus retourné, vous l'avez dit, à cause justement de la montée de l'islamisme et peut-être de la dangerosité que cela occasionne. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de l'avenir de cette population touareg? Eh bien, écoutez, la population touareg, elle, à la suite de la deuxième rébellion, on ne va pas trop parler de ces deux rébellions, effectivement, mais la première, il faut quand même le dire, ça je crois que c'est important, la première était très unitaire, elle se fondait sur une idée que les différentes confédérations touareg avaient l'espoir de reconstituer ce qui faisait autrefois la grande confédération des Touaregs dans le Sahel, dans le sud du sahélien et dans le Sahara. Et là, donc, il y avait une revendication d'avoir au moins une autonomie, voire une indépendance de toutes les populations touareg. La deuxième raison pour cette première rébellion, ça a été le sentiment de spoliation, le sentiment d'être des laissés pour compte et d'être méprisés, de ne pas être considérés comme une population de Nigériens à part entière. Dans la deuxième rébellion, qui s'est passée une vingtaine d'années après, ça a été plus un sentiment de profonde injustice qui a déclenché la rébellion. Il n'y a plus de demande identitaire, la revendication d'un territoire a complètement disparu. L'idée c'était, vous nous aviez promis une régionalisation, elle ne s'est pas faite, vous nous avez promis des améliorations, elle tarde à venir, on est encore des laissés pour compte. Et c'est ça, c'est d'où le mouvement principal, il s'appelait le mouvement pour la justice. C'est MNJ, Mouvement National pour la Justice. Justice dit bien ce qu'elle veut dire. Mais ce mouvement-là, il a été, comment dire, pas complètement suivi par la population touareg, d'une part parce qu'elle venait d'en prendre pendant 10 années de rébellion, elle avait vu ce que ça coûtait, et elle était pourtant très unitaire derrière cette rébellion, mais là, dans la deuxième, elle a été aussi un peu diligentée par tous les trafiquants de drogue qui voulaient garder cette espèce de no man's land au nord d'Agadez qui servait de transit pour emmener en particulier de la drogue sur les pays comme l'Algérie, la Libye, etc. Et ça a créé quand même une espèce de méfiance par rapport à cette rébellion. Cette rébellion s'est rapidement arrêtée, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, un certain nombre des chefs de cette deuxième rébellion avaient commencé discrètement
à négocier des avantages personnels et pas spécialement pour la population. Et elle s'est effondrée en 2 ans et demi. Et à la suite de ça, malgré tout, le gouvernant qui a été élu avec Mamadou Ousmane, ça a été de nommer un premier ministre Touareg, Brigitte Rafini. Et ce Brigitte Rafini, avec toute son équipe, a quand même fait, depuis ils ont été reconduits dans les élections suivantes, et ils ont quand même eu, en particulier Brigitte Rafini, le souci d'écouter les revendications de cette population touareg et de leur donner un certain nombre de satisfactions, en particulier des responsabilités administratives à tous les niveaux, que ce soit dans les petits villages, dans les mairies, au niveau d'Agadez, des préfets, etc. Donc il y a eu là un mouvement on n'avait jamais, il y avait déjà eu un ministre touareg il y a bien longtemps, mais jamais, jusqu'à cette dernière mandature du gouvernement nigérien, jamais les Touaregs n'avaient été écoutés avec autant d'attention. Ce qui explique en partie, malgré la pauvreté récurrente et qui continue, que les mouvements Touaregs soient restés calmes. Il est quand même pris entre dans une tenaille. D'un côté on a Daesh, de l'autre côté on a les mouvements en Sardine, etc. Et malgré cela, il n'y a pas la population touareg, pour le moment, reste calme. Elle reste calme, et aussi parce qu'elle a trouvé un moyen de survivre, indépendamment de ce que je viens de dire, c'est que malgré la fin du tourisme, les 2 rébellions ont entraîné complètement l'arrêt du tourisme, et la région est jugée quand même dangereuse, en particulier le gouvernement français prévient bien les éventuels voyageurs que c'est une zone à ne pas aller, mais il y a eu le mouvement des migrations. Et beaucoup de Touaregs se sont reconvertis avec leur 4x4 dans le transport des migrants. Et ça a donné lieu aussi à tout un trafic, à aussi toute une mafia et à tout un commerce avec des exploitations qui ne sont pas toujours, qui manquent d'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'en demeure pas moins que sous la pression de l'Europe, le gouvernement nigérien, a décidé de combattre ce commerce, entre guillemets, ce trafic d'êtres humains. Et il y a une centaine au moins de 4x4 et de véhicules de transport qui sont à Agadez, confisqués. Et un des problèmes que ça va soulever, c'est qu'est-ce que vont devenir ces gens avant qu'on retrouve à tout cet ensemble qui a gagné pas mal d'argent, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour vivre? Et là, il y a peut-être de nouveau, en perspective, pas forcément dans les mois, dans l'année à venir, mais sûrement à terme, si on ne trouve pas de solution pour réinjecter une activité économique sérieuse, malgré des progrès réels, en particulier en agriculture, eh bien, il y a peut-être bien un risque de tension importante. Parce que les gens qui faisaient ces trafics veulent continuer à vivre bien.